Donc, pour rappeler un peu le contexte de ce webinaire, depuis plusieurs jours, nous réfléchissons du coup Fédération des acteurs de la solidarité avec l'Association nationale des assistants sociaux à une manière de rendre visible une parole qu'il est assez peu actuellement, qui est celle des acteurs de terrain, donc celle de ceux qui accompagnent au quotidien dans les difficultés qu'on rencontre actuellement. Nous en sommes arrivés à l'idée d'expérimenter du coup ces ateliers de réflexion personnelle sur la pratique professionnelle qui visent à voir la manière dont à différents niveaux, dans différents métiers, le travail social s'est trouvé impacté par les mesures de confinement dues à la crise sanitaire et sociale. Donc pour cette première séquence, nous avons choisi d'aborder la question de l'accompagnement des personnes qui sont consommatrices de substances psychoactives. En effet, dans les structures de la lutte contre les exclusions, de nombreux sujets d'adaptation à la crise ont surgi ces dernières semaines et amènent à se questionner sur la manière dont l'accompagnement à prendre en compte ces évolutions pour adapter ces pratiques. Et à l'issue de ces échanges, du coup, nous transmettrons aussi la parole à notre partenaire aujourd'hui qui est présent, la Fédération Addiction, qui est un partenaire majeur de la Fédération des acteurs de la solidarité et qui travaille depuis longtemps ces questions de réduction des risques et de prévention, de promotion de la santé pour les personnes en situation d'addiction. Alors, bonjour et bienvenue dans cette première session organisée avec la FAS et la NAS, l'Association nationale des assistants de services sociaux. Donc, je suis Isabelle Boisard, je suis assistante sociale en polyvalence de secteur, je suis administratrice à la NAS aussi. Et voilà, alors l'ANAS, l'Association nationale des assistants de services sociaux, c'est une association qui a pour objectif, entre autres, de mettre à la disposition des assistants sociaux un espace où ils peuvent venir chercher des informations, des conseils. On mettra des liens utiles sur la page dédiée, sûrement. Alors ce lieu permet de discuter des pratiques professionnelles en dehors de nos institutions et il permet aussi de rencontrer d'autres collègues, c'est très important. Alors ces pratiques professionnelles, elles s'articulent autour d'un code de déontologie sur lequel les assistants sociaux assoient leurs pratiques. Cette pratique, elle a besoin constamment de se dire, de se parler, de se réfléchir, constamment. Et pour cela, on a mis au point un outil, une technique pour faire émerger une pensée ou bien pour approfondir une réflexion. Ce procédé, il vient encourager et il vient donner une large place à une pensée personnelle. Attention, ça ne fournit pas de solution. Alors la démarche, elle est très simple. On l'a nommée l'AR3P. Alors AR3P, ça signifie un atelier de réflexion personnelle sur une pratique professionnelle. Voilà. Bon. Alors concrètement, aujourd'hui, nous partirons d'une question que je vous livre tout de suite. C'est une question simple. Pour vous, vraiment pour vous, que change l'expérience du confinement dans la relation que vous entretenez avec les personnes rencontrant des problèmes d'addiction? Je commence par pour moi, ça va m'aider à rester focus. Tout à fait. Donc, pour moi, le confinement, ça a été un confinement de chacun et pour commencer, de moi. Donc, il a fallu, dans la relation avec les personnes que j'accompagne, très rapidement leur signifier que j'étais encore là pour elles. Donc, pour les personnes que je vois habituellement, il a fallu trouver d'autres modalités, si elles le souhaitaient, de continuer l'accompagnement. Et ça n'était pas un changement pour ceux qui avaient déjà des consultations à distance, mais pour ceux qui avaient l'habitude qu'on se voit, il a fallu proposer d'autres choses. Et ce qui a été un souci pour moi tout de suite, ça a été de garder, malgré le fait qu'un champ de possibles s'éteignait, pouvoir garder plusieurs options à proposer aux personnes qui, en plus, devaient pas forcément être exhaustives, qu'on pouvait imaginer hybrides, qu'on pouvait imaginer peut-être avec une liste à rajouter par les personnes qui me proposaient encore d'autres éléments. Voilà, essayer de rester dans la proposition de différentes modalités pour voir ce qui pouvait convenir le mieux, rester le plus confortable possible pour chacun.
et donner le moins possible l'occasion d'un évitement, en fait, parce que c'était moins confortable que ce qui était habituellement mis en place entre nous. Alors ma situation est un peu différente puisque de par ma position de direction, je ne suis pas en relation ou peu en relation directe avec les personnes en situation d'addiction, mais plutôt en relation avec les personnes, les professionnels en relation avec les personnes en situation d'addiction. Et ce qui a amené un changement assez immédiat. Alors je vais plutôt parler des intervenants, du travail qu'on fait au niveau du CARUD, Centre d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, qui intègre des missions à la fois d'accueil, avec tout ce qui va avec en termes de réduction des risques, de soutien dans l'accès aux soins, l'accès aux droits, etc. Et également des missions hors centre, des missions dites d'aller vers. Et la difficulté du contexte Covid a été que l'on ne pouvait plus accueillir de la même manière. En tout cas, tout ce qui relevait d'un accueil collectif a dû être complètement suspendu. Et c'est par ailleurs ce qui était le plus gourmand en termes d'équipe et de temps de travail. Donc ça a libéré des espaces qui ont été assez vite redéployés sur le hors-centre. Et alors à la fois on est dans nos missions récurrentes, celle d'aller vers les personnes, d'offrir autre chose, hein, ça rejoint ce que disait Stéphanie, mais du coup dans d'autres espaces et dans d'autres temps, et de le faire sur en lien également avec d'autres professionnels. Ce qui a été assez remarquable, c'est que en fait on a été assez vite sollicité par les partenaires de l'urgence sociale, qui ont eux aussi très rapidement dû s'adapter et développer de nouvelles réponses, particulièrement sur la question de l'hébergement d'urgence, puisqu'à Montpellier, la situation était particulièrement tendue. Et on avait l'habitude, dans les publics qu'on reçoit quotidiennement au CARUD, de ne pas avoir de solution pour particulièrement les hommes isolés, souvent avec des animaux de compagnie. Et alors là, le contexte de création au pied levé de nouvelles places a permis qu'il y ait des solutions et a suscité des besoins importants de nos collègues, nos partenaires de l'urgence sociale. Et donc on a été amené à travailler auprès des personnes, parfois souvent des mêmes personnes, mais sur d'autres lieux et en lien avec d'autres professionnels qui étaient parfois des professionnels avec lesquels on était déjà un petit peu en lien. Mais le contexte Covid a ouvert des espaces finalement de collaboration, de travailler ensemble, qui étaient jusqu'à présent inédits. Donc nous, on est sur du collectif. Donc du coup, on est resté dans ce lien avec les gens. C'est entre guillemets un avantage puisque on l'a pas perdu. Il n'y a pas eu besoin de mettre en place des visioconférences, etc. La seule chose qui a été difficile, c'est de leur faire comprendre qu'il y avait des gestes barrières et une distance qu'ils devaient avoir avec nous, et que cette distance, elle était pour eux et pas pour nous. Donc eux, en fait, dans leur tête, ils disaient « t'as peur de moi parce que je vais dehors et quand je rentre, je vais te contaminer ». Et il a fallu leur expliquer qu'en fait, on mettait des masques pour les protéger. On est aussi sur un public vulnérable, sur des personnes qui sont assez âgées. On sait que les personnes qui ont des addictions, en général, au-delà de 50, 60 ans, elles sont quand même relativement fragiles. Et moi, je trouve que le plus difficile, ça a été d'arrêter de serrer les mains, de leur dire qu'on ne peut pas se mettre dans le bureau à moins d'1 mètre, alors que c'est des personnes qui, pour la plupart, étaient quand même assez tactiles. Et vraiment, je trouve que ça a été ça, la distance qu'on a dû mettre, et surtout, comment expliquer que cette distance, c'était pas à cause d'eux, mais c'était un contexte. Donc voilà, ça vraiment, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est vraiment ça, de leur faire comprendre en fait que c'était dans leur intérêt et que c'était pas nous, on voulait se protéger d'eux. Alors moi, du coup, je suis sur un centre d'hébergement en diffus, accompagné par Cyrine, et aussi un service d'accompagnement social lié au logement. Alors du coup, sur le CHRS, on a quand même un public dont la problématique, qui peut avoir la problématique de l'addiction. Sur le service d'accompagnement social lié au logement, c'est un peu plus délicat parce que du coup, on passe par la barre du logement
et on ouvre la porte à certaines problématiques qui peuvent être les addictions. Pour ma part, moi, dans mon lien et dans la relation, ça a pu questionner certaines choses avec certaines personnes. Ça m'a un peu questionné sur est-ce qu'il y avait surplus de consommation, est-ce que ces personnes étaient dans quelque chose dans une relation autre qui étaient dans les relations qui pouvaient comment dire. Est-ce qu'ils étaient dans un enfermement au produit lié à ce confinement? Parce que voilà, on peut questionner ça aussi directement, hein, le fait de se retrouver seul avec soi alors que moi je pense directement à des personnes qui étaient quand même dans un process de soins, en tout cas de sevrage par rapport à ça, et qui du coup là ça a pu me questionner. Après voilà, c'est une problématique qui est présente mais qui est pas omnipotente au sein du service d'accompagnement social lié au logement, mais qui me questionne également sur le après, surtout essentiellement sur comment voilà cette consommation va être abordée dans la reprise du rythme commun, on va dire, du rythme normal entre guillemets. Voilà, ça me questionne un peu plus. Ça me questionne un peu plus sur le après. Parce que là, aujourd'hui, sur le confinement, particulièrement, je sais que voilà, c'est une problématique qui est présente, mais qui n'est pas omnipotente et pour qui les personnes ont l'air ça a l'air d'aller. Mais en tout cas, moi, ça me questionne vraiment sur le après. Sur la reprise du lien, sur la possibilité de nouvelles prises en charge, peut-être. Ouais. Parce que ce que vous avez abordé, c'est vraiment un vécu partagé. Je vis le fait qu'on doit poser physique, ce qu'on appelle la distance sociale, hein, à la télé, la distance physique avec les gens. Tout le monde le comprend bien, mais le vit étrangement, c'est artificiel. Et dans le même temps, beaucoup de choses s'accélèrent. On arrive effectivement à accéder rapidement à des partenaires, les gens sont disponibles, plus disponibles, des portes s'ouvrent. Voilà. Dans le temps, ça change beaucoup les choses et on tient tous au lien. Après, je vis pas l'inquiétude de l'après par rapport à un lien qui se serait distendu ou qui serait à réinventer après, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on tisse les choses autrement en ce moment, plutôt que de le faire par la proximité physique, on le fait beaucoup par ce jalonnement dans le temps, et que j'ai l'impression qu'on est en train de mailler quelque chose en utilisant les moyens actuels, et que demain, c'est un lien sur lequel on pourra s'appuyer, c'est un lien qu'on aura vécu les uns et les autres, chacun face à face. Et puis ça me fait penser aussi, pardon, je suis en train de faire plein de chunks avec ce que vous avez raconté, l'histoire de passer la porte des gens, c'est quelque chose en ce qui me concerne qui est nouveau dans la pratique que j'ai, qui est libérale, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude d'aller chez les gens. Et la visio, pour ceux qui ont envie, qui l'acceptent et qui le vivent bien, c'est une manière de me présenter une partie de leur vie. Donc, il y a des interactions, il y a le pan de mur qu'on choisit tous quand on fait la visio, éventuellement une petite promenade dans le logement. Et il y a des personnes qui brisent la glace et nous présentent quelque chose de nouveau d'eux. Donc, j'ai vraiment l'impression, moi, d'un lien nouveau qui arrive aussi à se mettre en place là. Là où, effectivement, je suis complètement d'accord avec Séverine, le lien habituel par la proximité physique nous a d'abord laissé un peu pantois. Enfin, moi, ça m'a laissé un peu pantois sur lui. Mais on réinvente vite. J'en ai fini. Alors, moi, j'avais envie également d'aller sur la question de l'après. Puisque, alors c'est d'ailleurs pas facile de le faire au quotidien, puisqu'on est et c'est mon cas, pour employer le jeu, à la fois dans une gestion de l'immédiateté du présent,
extrêmement dense avec tout ce qu'il faut organiser en termes de redéploiement, de protection des personnes, de compréhension des personnes qu'on accueille, qu'on accompagne, et aussi des professionnels. Une masse d'informations réglementaires qui arrivent au quotidien et qui demandent là aussi d'être sans arrêt au taquet. Et en même temps, il faut envisager l'après. Et ce qui est à la fois difficile et très stimulant. J'évoquais au premier tour les partenariats inédits qui ont pu se mettre en place avec les partenaires, avec les collègues de l'urgence sociale. La manière dont on peut travailler aujourd'hui à leur côté dans nos missions qui sont spécifiques, la réduction des risques liés aux usages de drogue. Il n'y a que les CARUD qui la pratiquent, mais on a aussi pour mission le soutien dans l'accès aux soins, l'accès aux droits, et on est souvent envahi par ces missions-là, en fait, puisque la priorité des personnes qui arrivent dans nos structures est souvent celle de l'urgence immédiate. Où est-ce que je dors ce soir? Qu'est-ce que je mange maintenant? Est-ce que je peux prendre une douche, etc. Et on est continuellement envahi par ces demandes-là. Et là, peut-être que l'idée qui pourrait évoluer à travers ce contexte, puisqu'on parle de relations qu'on a avec les personnes en situation d'addiction, c'est qu'on pourrait peut-être travailler avec eux de manière plus centrée sur ce qui relève strictement de nos missions, la réduction des risques liés aux usages de drogue, l'accompagnement des personnes dans leurs pratiques et leurs usages de drogue, mais en le faisant de manière en proximité beaucoup plus grande, beaucoup plus étroite, avec nos collègues de l'urgence sociale, qui sont en demande de notre expertise sur le champ de la réduction des risques. Et nous, on pourrait inversement s'appuyer beaucoup plus sur leur expertise en matière de soutien dans l'accès aux droits, l'accès aux soins. Moi, je me pose également des questions quant à l'après. Faut savoir qu'en CHRS, on a accueilli des familles durant le Covid. Ça veut dire qu'ils sont rentrés avec des règles totalement différentes de ce qui sont les règles habituelles. Quand les gens arrivent, donc c'est un public majoritairement qui vient de la rue, qu'il faut entre guillemets réhabituer aux règles de la vie en collectif, et c'est quelque chose qui est souvent très violent pour eux. Là, c'est vrai qu'on leur a autorisé, on les a même fait manger dans leur chambre, seuls, alors qu'avant on privilégie de manger dans le collectif, ça fait partie des règles de base. Donc on a mis en place des choses pour la santé, etc., auxquelles certains se sont très bien habitués, voire apprécient, et je me demande comment le retour à la normale, surtout pour ceux qui ne l'ont pas connu, va se passer, parce que quand on est sur un public qui demande qu'à s'isoler dans sa chambre, qu'on le force entre guillemets à venir manger tous les soirs à 19h30 dans le collectif, et puis qu'on lui dit finalement maintenant tu peux manger dans ta chambre, et bien lui redire il va falloir venir, à mon avis, je me demande si on ne va pas devoir même repenser ou assouplir certaines règles suite au Covid. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. De vivre ensemble, en fait, après Covid, me questionne. Voilà, je crois que ouais, c'est vraiment ça. C'est comment on revient à l'avant. Voilà. Oui, c'est une... Alors, du coup, voilà, je pense que voilà, le confinement questionne sur le lien. Donc voilà, ça va rejoindre un peu ce que disaient les autres sur comment, sur le après, quoi. Je pense aussi à ceux qui ont peut-être enclenché des process de traitement, en tout cas de prise en charge de ces addictions. Comment ça les a peut-être coupés dans ces prises en charge, dans ces élans de volonté, en les remettant droit avec eux-mêmes et dans ces addictions peut-être. Je pense que ça a pu freiner quand même certaines personnes. Donc ça me questionne aussi comment on va reprendre, on va réenquiller cette reprise en charge, cette volonté d'aller un peu plus loin dans ce traitement. Et puis aussi sur les nouvelles addictions, peut-être
le fait de se retrouver face à soi, enfermé, quand même, ça a pu être violent pour beaucoup de Français, je pense, voilà, comme beaucoup, et qu'est-ce que ça a pu faire vivre et qu'est-ce que ça va créer, et comment prendre en charge tout ça, quoi. Je pense que ça va modifier la pratique vraiment beaucoup, hein. Que ce soit dans la reprise à zéro, de liens, de process thérapeutiques, ou dans le traitement, voilà, de nouvelles addictions peut-être. Moi, c'est vraiment ça qui me questionne, ouais, beaucoup. Donc, oui, moi aussi, je m'interroge beaucoup sur l'après-confinement. Donc, on se dit, on a passé cette étape, ça marche, on a su se dépatouiller avec le confinement, mais l'après, c'est pas la fin de ce qui est en train de changer. Et dans l'après, il va y avoir beaucoup de temps qui va encore se dérouler, une chronicité de la problématique du virus et de ce que ça nous oblige à transformer, en fait. Donc, on a affaire à quelque chose qui va durer longtemps. Et dans ce durer longtemps, va se poser la question des gestes barrières, des masques, combien de temps les gens vont jouer le jeu de se préserver. Est-ce qu'on sera à l'aise, nous, professionnels, de voir des barrières qui tombent? Est-ce qu'on aura peur? Je me pose aussi une grande question qui concerne aussi mon mode d'exercice et qui fait que j'ai le souci du partenariat d'autant plus, c'est comme tout le monde se réinvente, toutes les structures se réinventent, est-ce que les chemins communs d'avant vont se séparer? Est-ce que tous les acteurs qu'on a connus vont tenir le coup dans le temps? Donc, c'est des grandes questions. Moi, j'imagine, sans avoir la capacité de visualiser point par point, j'imagine qu'il va y avoir aussi des transformations parmi les acteurs, qu'on va perdre des partenaires dans la chronicité des difficultés, notamment économiques, que ça génère. Voilà, donc des grandes questions sur une situation qui va se chroniciser. Reviendra-t-on à quelque chose qui ressemble à avant? Je pense que non. Et aussi, voilà, qui va prendre soin de soi, combien de temps, et dans les interactions entre personnes et entre structures, comment on va réussir à maintenir quelque chose qui soit bon pour tout le monde. Je reste centré sur la question, donc qu'est-ce qui a changé l'expérience du confinement? Et je pense que ce qui a pas mal changé dans ce qu'on a pu vivre et observer, c'est une forme de nouvelle acceptabilité sociale de la réduction des risques liés aux usagers de drogue et peut-être des usagers de drogue eux-mêmes. Comme je le disais en creux, on a pu expérimenter, pratiquer de nouvelles formes de partenariat et de travailler avec, et qui renvoient à cette nouvelle acceptabilité, en fait, puisque je donne quelques exemples concrets, ce qui nous paraissait quasiment infaisable il y a 2 mois, et quasiment aller de soi. Je pense par exemple au fait que les lieux d'hébergement d'urgence, les lieux d'hébergement collectif aujourd'hui accueillent avec les consommations d'alcool, autorisent et accompagnent les consommations d'alcool dans ces lieux, et c'est un acte de bientraitance en vrai pour les personnes concernées par des dépendances à l'alcool. La délivrance de seringues et de containers de récupération de seringues dans des lieux d'hébergement d'urgence, c'est quasiment inédit pour nous. Le matériel de réduction des risques en général, les kits de prévention des overdoses, etc. Et alors c'est des nouvelles pratiques qui ont été légitimées par ailleurs par une note de la DIAL qui a été diffusée il y a une quinzaine de jours, presque 3 semaines, et sur laquelle on s'est pas mal appuyé aussi pour pouvoir dialoguer avec nos collègues et appuyer ces missions-là. Donc
l'idée, ça va être d'essayer de préserver ça, en fait, de pouvoir conserver ces changements, ces nouvelles façons de travailler auprès des personnes et avec nos collègues. Donc déjà, moi, j'ai remarqué qu'au niveau des addictions, vraiment, ce qui s'est joué, c'est qu'on a constaté qu'il fallait faire face au manque pour les personnes qui en fait faisaient la manche et qui achetaient leur consommation grâce à l'argent de la manche. Du coup, ça a posé question parce que, éthiquement parlant, donner de l'argent pour s'acheter de l'alcool, c'est compliqué. Mais empêcher quelqu'un d'aller faire la manche, et de toute façon, la manche ne fonctionne pas puisque Covid oblige, les gens donnent peu. Donc, on s'est retrouvé vraiment sur des questions pratico-pratiques. Ça nous a permis de mettre en place des cogestions au niveau des consommations d'alcool. Et ça, est-ce que ça perdurera après? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur le moment, la cogestion, elle a pu faire du bien, et pour les hébergés et pour nous aussi. Et puis, on a eu aussi des personnes qui avaient des stratégies pour éviter de nous dire réellement ce qu'elles consommaient. Et là, elles se sont retrouvées un petit peu au pied du mur. Donc, nous, on a notamment un partenariat avec un Carude et on fournit déjà tout ce qui est matériel, kit de shoot. Sauf que là, le Carude était fermé, donc il fallait qu'ils fassent des livraisons et qu'on leur demande. Et du coup, il y a certains hébergés qui ont été obligés de nous dire, écoute, là, je suis coincé, j'ai plus de seringue. Donc ça entre guillemets, permis d'ouvrir un dialogue à ce niveau-là, et puis de développer le partenariat encore plus en disant, écoute, là, tu suis cette telle personne, je ne le savais pas, est-ce que tu peux me dépanner? Enfin, voilà, à ce niveau-là, je trouve que ça a été plutôt positif. Ce qui a été plus compliqué, c'est vraiment une recrudescence de vol, parce que argent qui manque, conso qui manque, donc vol, et forcément qui dit vol dit dispute et un collectif un peu plus sous tension. Au niveau de la synthèse, je dirais qu'on a dû réapprendre à travailler en temps de crise, puisque finalement c'est une crise, qu'il y en aura peut-être d'autres. Et puis qu'on a montré que les travailleurs sociaux, c'est quand même bien s'adapter, parce qu'on s'en est sorti. Enfin, jusqu'à présent, on s'en sort. Donc, à voir quelle suite on donne, mais je pense que voilà, on a su réinventer une pratique professionnelle et je trouve que c'est quand même une force des travailleurs sociaux. Voilà, je terminerai là-dessus parce que c'est une jolie phrase pour nous. Quand même une reprise de lien qui va être à retravailler, qui re-questionne aussi sur la pratique qu'on empêche au quotidien, parce que ça va être pour certains repartir de zéro, parce que voilà, il y a eu, pas forcément repartir de zéro, mais il y a eu des chemins qui ont été coupés, des process qui ont été un peu sectionnés, et du coup, je pense que voilà, ça va être l'occasion de reprendre un peu beaucoup de choses avec certains. Voilà, repartir. Mais ouais, je rejoins en tout cas Séverine sur le fait que ça a été l'occasion de nous adapter, d'autant plus. Moi, je vois au service habité, accueil et logement, ça nous a permis de retravailler beaucoup de choses au niveau de notre organisation et permettre peut-être d'aller encore plus vers l'aller vers des personnes, de développer encore plus ça. Et ça, c'est une pratique, en tout cas, qui est une caractéristique de pratique qui me parle beaucoup et qui, à mon sens, est bénéfique pour les personnes. S'adapter encore plus aux gens. Voilà. Un mot succinct, mais qui est le mien. Je vous remercie tous les quatre. J'espère que cette séance vous a donné l'envie d'en refaire d'autres. J'espère aussi que cette séance, elle a donné l'envie à nos spectateurs de se pencher sur cette question, un petit peu différemment en tout cas. Et puis, voilà, pour vous, dans vos cadres de travail, dans vos équipes, je souhaite que ça pourrait être des sources comme ça d'inspiration. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Marie Dumoulin, si vous voulez nous dire quelque chose aussi. Oui, alors c'était juste pour finir, rebondir sur ce que vous avez pu dire. Déjà pour compléter un peu ce qu'avait dit Hugo tout à l'heure sur la Fédération Addiction. Donc la Fédération Addiction, ça fonctionne un peu sur le même principe que la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est-à-dire qu'on
on a un réseau de professionnels et on fédère une grande partie du coup des professionnels de la dictologie et on essaie du coup d'accompagner l'évolution des pratiques d'une part et aussi de porter la voix de ces professionnels vis-à-vis des institutions pour aussi accompagner l'évolution des politiques publiques quant à la prise en charge des problématiques addictives. Et donc, pour rebondir sur ce que vous avez pu dire, nos deux secteurs de l'accueil, hébergement, insertion et des addictions ont l'habitude de travailler ensemble depuis de nombreuses années, et notamment parce que nos deux fédérations travaillent depuis une dizaine d'années ensemble. Et on a pu voir avec la crise que justement ce lien est renforcé. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, que ce soit Hakim ou Gilles, que ça vous a, cette crise, ça vous a amené à mobiliser les ressources, notamment celles que vous connaissiez déjà, et à renforcer les partenariats qui étaient déjà existants, que ce soit par les équipes mobiles pluridisciplinaires qui ont été mises en œuvre, le fait que ça pousse aussi à prendre en charge la gestion des consommations dans le cadre de l'hébergement. Donc il y avait cet aspect-là. Donc voilà, la première chose qui a été mise en exergue par la crise, c'est le fait de travailler ensemble encore plus. Et il y avait aussi, comme l'a pu dire Gilles, le fait que ça pousse en avant encore plus cette dynamique de réduction des risques qui était déjà émergente, mais qui a été d'autant plus renforcée par cette crise. Et donc, c'était notamment du coup par l'évolution des pratiques dans les centres d'hébergement et le fait que il y a eu cette note qui a été faite par la DIAL, et donc ça prouve qu'il y a aussi une reconnaissance au niveau institutionnel sur ce plan-là. Voilà, et donc nous, la Fédération Addiction, on a aussi essayé d'accompagner ce lien qui s'est fait et qui a continué pendant toute la crise. Donc, il y a eu des ressources qui ont été faites, il y a eu des vidéos qui sont en ligne. On a essayé aussi de répondre aux questions qui ont émergé de la part des centres d'hébergement pour pouvoir, surtout la question de la problématique de la prise en charge des addictions. Donc, on a essayé de créer du contenu aussi pour y répondre, parce que c'était des questions qui pouvaient différer par rapport à ce qui ressortait d'habitude. Et on a essayé aussi de favoriser la mise en lien des acteurs, avec notamment un état des lieux et la mise en place d'une adresse mail pour que qu'il y ait des demandes, qu'on puisse y répondre au mieux et qu'on puisse faciliter la mise en lien des acteurs si ce n'était pas déjà le cas. Et pour conclure, pour ma part, nous aussi, on essaie de préparer au mieux cet après. Il y a notamment une note qui a été faite par nos deux fédérations pour pouvoir rappeler au ministère qu'il fallait aussi considérer les publics hébergés et confinés pour cette phase de transition, mais aussi pour la période qui va suivre, pour pouvoir pérenniser les acquis qui ont pu être faits pendant la crise, notamment en ce qui concerne la RDR, mais pas seulement, et pour pouvoir faciliter la prise en charge des addictions pour ces publics-là. Du coup, il y a aussi des ressources qui sont disponibles sur le site de la Fédération Addiction, qu'on a partagé aussi sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité, notamment une foire aux questions destinée aux acteurs de l'hébergement qui peuvent répondre aussi à des questions que peuvent se poser légitimement soit des gestionnaires, soit des travailleurs sociaux au sein des centres d'hébergement. Et puis il y a un guide qu'on avait publié en commun il y a maintenant un petit moment, puisque c'était en 2015, mais qui peut être toujours d'actualité sur certaines questions, qui s'appelle le guide Addiction et lutte contre les exclusions, travailler ensemble. Donc il y a un guide publié par nos deux fédérations et qui peut aussi donner des clés aux travailleurs sociaux dans leur pratique au quotidien. Merci à tous et à toutes vraiment d'avoir pu participer à cette session. Je remercie tout le monde vraiment.